Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Nous nous retrouvons en amont de la rentrée de septembre et c'est le moment de te partager mes actions du moment, que ce soit sur PEA ou CTO, et bien sûr de se préparer un petit café pour se poser tranquillement en se mettant à l'aise afin d'écouter une petite analyse des rendements anticipés et des risques attendus de chaque entreprise que je vais te présenter. L'idée ici, ça va être de rester pragmatique pour prendre les meilleures décisions pour nos portefeuilles d'actions PEA et CTO. Je te rappelle que je suis 100% indépendant, donc ni affilié avec des établissements bancaires, ni avec des marques de café bien sûr. C'est juste peut-être que je suis légèrement addict à ce petit coup de boost avant d'aller chercher les petites pépites du moment sur Action. Allez, c'est parti, on commence avec l'action PEA Essilor-Luxottica, la reine des lunettes qui pèse 96 milliards d'euros de capitalisation boursière et qui règne en maître sur les ventes des verres avec Essilor et sur les montures avec Luxottica. En termes de performance, elle affiche plus 21,5% sur 12 mois glissants tout en délivrant 3,85 € de dividendes en mai dernier, soit un rendement annuel de 2% sur ces dividendes et une performance totale sur un an roulant de 23,5%. Après, si on dézoome sur 20 ans, Essilor-Luxottica, c'est une méga performeuse avec ses plus 1100% avec dividendes réinvestis. Donc c'est clairement une belle performance, c'est un facteur x12 en 2 décennies, c'est pas rien. C'est une valeur qui a permis à de nombreux investisseurs français de faire croître leur patrimoine. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore bien le business d'Essilor, c'est tout simplement un des leaders sur le marché des lunettes qui représente 20% en termes de part de marché. Donc ça, c'est assez important, 20% sur un marché avec une présence à tous les niveaux et ça, c'est très intéressant pour son business. D'abord sur la fabrication des verres, donc il s'est réputé pour être un des meilleurs dans le monde entier avec Essilor et sur ses autres marques, bien sûr, je t'en mets quelques-unes ici. Ensuite, grâce à ses montures, il y a Ray-Ban, il y en a beaucoup d'autres différentes aussi. Je t'en mets là aussi quelques-unes pour que tu aies un peu l'idée de ce que fait Luxottica. Et ça, c'est depuis sa fusion entre Essilor et Luxottica, donc les deux mastodontes qui étaient vraiment complémentaires en termes de business, et ça, c'était en 2019. Enfin, suite à l'acquisition des chaînes de magasins telles que Grand Vision en 2021, Essilor-Luxottica complète, si tu veux, son modèle qui est complet pour adresser ce marché des lunettes de bout en bout. Aujourd'hui, grâce à son modèle complet, l'entreprise est capable d'adresser tout le marché avec une bonne marge opérationnelle, elle est à 18,8%. Ça lui permet d'un côté de bien négocier les phases d'inflation et de l'autre côté d'être en mesure de profiter des phases de croissance. Et de l'argent, Essilor-Luxottica arrive à en générer avec presque 1 milliard d'euros de cash flow sur 6 mois en vendant d'abord aux États-Unis pour 43% de son chiffre d'affaires, donc c'est sa première zone d'activité, puis en Europe et au Moyen-Orient autour de 36%, ainsi qu'en Asie-Pacifique avec tout de même encore un beau potentiel de croissance pour les années à venir sur une zone qui représente aujourd'hui seulement 12% de son chiffre d'affaires. Et cette entreprise reste sous l'œil attentif, disons, de son actionnaire principal, la holding, la famille Del Vecchio. Récemment, cet été, Essilor-Luxottica a publié ses résultats financiers semi-annuels pour 2024. Ils sont bons avec plus 5% de croissance en 6 mois seulement, à taux de change constant bien sûr. Donc ça fait quand même 971 millions d'euros de cash générés, donc on est proche du milliard ici. On a ici une entreprise du CAC 40 qui génère voilà, presque 1 milliard de cash, c'est pas rien, tous les 6 mois, grâce à sa marge opérationnelle à 18,8%. Et son cash, elle l'utilise pour faire des investissements, pour qu'il soit rentable avec des acquisitions récentes à New York avec Supreme et Heidelberg en Allemagne. Récemment, elle a profité d'une bonne croissance au deuxième trimestre en Asie-Pacifique, à presque 10% de croissance à taux de change constant, ainsi que 8% en Europe et au Moyen-Orient. C'est en Amérique du Nord, par contre, que Essilor-Luxottica a peiné à délivrer des bons résultats au deuxième trimestre. On est sur un timide plus 1,4%. Et comme c'est la première région d'activité du groupe, c'est là où il faut porter son attention principale sur ses résultats. Et si on va un peu plus dans le détail sur ce dossier, on voit que ces résultats aux US, ils ont pêché au niveau de son réseau d'indépendants, de professionnels de la vue, notamment ceux qui ne sont pas inclus dans ces programmes de partenariat. Dans des conditions un peu particulières pour ce deuxième trimestre, qui donc a délivré moins de ventes de solaire et qu'on va creuser, on voit que ça a été guidé par une météo décevante aux USA, donc il a fait moins chaud, moins beau au deuxième trimestre de l'année. Et donc, ça va mettre en cause un peu la saisonnalité habituelle d'Essilor
Et voilà, moi je pense que cet événement, il est local pour le deuxième trimestre sur ses ventes aux États-Unis. Moi, ça me permet, une fois avoir compris ça, de rester confiant pour une reprise au troisième trimestre aux USA avec une météo qui a été meilleure sur la côte est et ouest aux États-Unis cet été. Donc globalement, pas d'inquiétude ici pour EssilorLuxottica, le reste de son activité reste solide. Donc RAS, on a une belle entreprise en croissance avec un bon momentum sur le long terme, guidé naturellement par le fait qu'il y ait de plus en plus de myopes, notamment en Europe et aux États-Unis, avec des enfants qui consomment de plus en plus des contenus sur des écrans et qui font mécaniquement arriver de symptômes de plus en plus importants de myopie et augmente ainsi le marché global disponible pour ce leader EssilorLuxottica. Après, si on regarde l'application des investisseurs pragmatiques disponible sans abonnement sur guistan.com pour plus de 700 actions, on a aujourd'hui 2,8 milliards de bénéfices nets anticipés pour 2024 pour EssilorLuxottica, ce qui va lui offrir une croissance de 21,4% anticipée sur ses bénéfices en 2024. C'est pas rien. Voilà, il faut se poser ce type de questions quand on investit en anticipation. Surtout qu'avec l'application, on voit qu'il y a une croissance qui est soutenue, anticipée, notamment sur ses bénéfices par action. On le voit ici. Alors maintenant, on va se placer dans un esprit pragmatique et déterminer si c'est le moment ou non d'acheter cette action, car en tant qu'investisseur pragmatique, on n'achète pas une action à n'importe quel prix. Et quand je parle de cherté d'action, je ne parle pas du prix de l'action, bien entendu, je veux parler bien sûr du rapport de sa capitalisation boursière sur ses bénéfices, qui nous donne un facteur en nombre d'années de bénéfices nets pour repayer, si tu veux, sa capitalisation totale. Et comme je me place toujours en anticipation, je calcule ses bénéfices à venir grâce à mon modèle et mes hypothèses sur son business. Ainsi, aujourd'hui, avec EssilorLuxottica, avec mon analyse, j'arrive sur un PE ratio anticipé à x35, ses bénéfices attendus pour 2024, ce qui me paraît cher fondamentalement parlant. Ça doit te paraître cher aussi pour toi, un x35, malgré la très bonne qualité de l'entreprise. Elle reste donc chère aujourd'hui, cette action, à court terme en tout cas, à 213 € l'action. Alors certes, son risque de 22% paraît encaissable facilement ici pour un portefeuille PEA géré dans un esprit bon père de famille, mais dans un horizon de temps à moyen à long terme, là pour le coup ça reste un bon dossier. Donc de rentrer sur des valeurs attractives qui affichent une croissance régulière intéressante en anticipation, quand je projette sur ses bénéfices à 3 ans, horizon 2026, moi j'arrive sur un PE ratio à x26. Et x26, donc certes, certains diront l'acheter aux prochaines soldes, c'est mieux, bien sûr. Mais pour ceux qui ne veulent pas prendre le risque qu'il n'y ait pas de prochaines soldes, acheter un peu de temps en temps avec un peu de capacité d'épargne, des actions de qualité à des prix un peu plus élevés. Voilà, ici on a quand même un potentiel de 25% à 3 ans de performance pour Essilor qu'on pourrait anticiper avec ce niveau de PE ratio anticipé. Donc voilà, ici 3 ans, ça laisse quand même le temps d'amortir ce risque à court terme pour un portefeuille long terme. En bref, personnellement, je suis positif sur EssilorLuxottica à moyen terme et à long terme, malgré que l'action aujourd'hui soit chère fondamentalement à court terme. On enchaîne avec Pernod Ricard sur PEA, la célèbre action des boissons alcoolisées qui pèse 33 milliards d'euros au CAC 40 et qui a surperformé l'indice pendant longtemps. Aujourd'hui, par contre, elle accuse une belle baisse depuis plusieurs mois à moins 28% sur un an glissant. On a eu certes un retour récent à plus 5% sur le mois, une hausse de son titre que beaucoup d'investisseurs ont remarqué récemment. J'en avais dit 2 mots dans ma dernière vidéo du récap de l'été jeudi dernier. Et cette petite hausse récente, on la doit au ministre du Commerce chinois qui a lâché du mou, si on veut, sur les brandies européens exportés en Chine dans le cadre de son enquête anti-dumping en indiquant ne pas mettre en place des sanctions financières provisoires. Et ça, bien sûr, ça donne de l'air financièrement parlant aux spiritueux qui exportent en Chine. Après, sur l'action Pernod Ricard, si on dézoome un peu, on observe que sa performance à long terme n'a que rarement été aussi impactée. Ça fait depuis 2008 que Pernod Ricard n'avait pas subi une telle baisse sur le cours de son action. On est potentiellement à un point de solde quasiment historique sur ce leader des spiritueux dans le monde, avec aujourd'hui une performance long terme tombée à 450% sur 20 ans avec dividendes réinvestis, soit quand même un facteur de x5,5. Aujourd'hui, Pernod Ricard reste le deuxième producteur mondial de spiritueux derrière Diageo, qui lui aussi a pris un coup ces derniers mois. Pernod Ricard, lui, conserve naturellement son ambition de devenir le leader mondial en termes de chiffre d'affaires. Et moi, aujourd'hui, je suis conscient que l'entreprise française
peut y arriver à moyen terme. Aujourd'hui, Pernod dispose d'un large portefeuille de spiritueux avec une présence dans plus de 150 pays. L'entreprise propose quand même plus de 250 marques premium. Elle est principalement active en Europe avec 34% si on inclut la France et la Russie, tout comme aux États-Unis avec 28% de son activité. Ces marques, tu les connais, elles vont de l'Absolute Vodka au whisky irlandais Jameson, en passant par ces marques de scotch Chivas Regals, Ballantine's, Glenlivet, Malibu, le rhum Havana Club aussi, bien sûr le Pernod Ricard, entre autres boissons alcoolisées. Alors oui, récemment, Pernod Ricard a publié ses résultats, donc ce 29 août 2024 dernier, avec son année fiscale qui s'est clôturée au 30 juin 2024. Globalement, ces résultats sont assez cohérents avec la dynamique de baisse attendue sur le marché de la boisson alcoolisée, qui est en bas de cycle depuis 2024, avec un repli de seulement 1% de son chiffre d'affaires récurrent et de 4% en reporté. Et ici, à mon sens, Pernod Ricard résiste fondamentalement plutôt bien dans cet environnement grâce à son modèle diversifié sur les spiritueux. Sa marge brute, aujourd'hui, elle reste bonne et elle est même en progression grâce à ses stratégies marketing de prix solides sur ses gammes premium et ses ajustements aussi sur ses stocks, notamment aux États-Unis. Et ça, c'est une stratégie long terme qu'elle paye bien sûr dans son chiffre d'affaires à court terme, mais ça, voilà, ça reste à mon sens une entreprise avec un business de qualité et qui favorise le long terme contre le court terme. Et ça, à mon sens, c'est une bonne stratégie. D'ailleurs, voilà, elle atterrit sur une marge qui est correcte, qui est même bonne pour son business. On est sur 28,4% de marge hors effet de change. Et quand on regarde d'un peu plus près, on a eu une petite surprise positive avec qui est plutôt bienvenue dans les Amériques, donc au pluriel, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud et centrale, on note plus 5% de croissance au quatrième trimestre, donc le dernier trimestre de avril à juin, et ça reste quand même assez intéressant parce qu'on pouvait s'attendre à un résultat seulement neutre sur cette zone économique. Au global, sur son année fiscale, Pernod Ricard délivre 1476 millions d'euros de résultats nets courants au niveau groupe. C'est une baisse qui était attendue. Côté dividende, Pernod a proposé 4,70 € l'action, donc un dividende qui se maintient comparé à l'an dernier. Ici, moi, j'approuve la stratégie du management, car ici, je pense qu'ils peuvent se permettre de maintenir ce dividende comme ils ont fait. Il aurait été, bien sûr, malvenu d'augmenter son dividende, donc globalement, la stratégie aujourd'hui paraît OK de seulement le maintenir. Après, ça reste intéressant pour un portefeuille d'actions sur un PEA avec des dividendes réinvestis pour sa croissance. Sur CTO, c'est pas vraiment la meilleure affaire. Et sinon, voilà, un dividende pour des rentes sur PEA, pour ceux qui veulent compléter leurs revenus, c'est aussi intéressant. Alors, à moyen terme, le management, lui, reste confiant pour une croissance moyenne entre plus 4 et plus 7%. Donc voilà, là, on s'attend naturellement à un rattrapage parce que quand on baisse par rapport à la moyenne, derrière, on peut s'attendre à un rattrapage. C'est le concept des cycles sur ce type de business. Donc, c'est un business qui est cyclique. C'est le cas des spiritueux. Donc, aujourd'hui, il faut comparer bas de cycle avec bas de cycle et haut de cycle avec haut de cycle. Ici, on reste sur un bas de cycle bien plus haut qu'en 2019-2020, donc avec une croissance moyen terme soutenue à plus 17% aux Amériques et plus 20% en Europe, avec plus 37% en Asie, en comparable cumulé bien sûr depuis 2019, donc en amont de l'année spéciale de 2020. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite pour Pernod Ricard? C'est la question centrale ici pour un investisseur pragmatique. Aujourd'hui, le management reste prudent sur le trimestre qui commence. C'est un premier indicateur, bien sûr, qu'il ne faut pas négliger. Ce que communique le management, ce sont les insiders, ceux qui sont dans la boîte, qui ont accès à tous les chiffres. Donc ici, Pernod nous annonce de continuer sur sa stratégie d'ajustement de ses stocks aux États-Unis. Par contre, si on va un peu plus loin, à 6 mois, 9 mois et 12 mois, moi, aujourd'hui, je suis un peu plus optimiste sur les 3 trimestres suivants, à cheval sur 2025, car en tablant sur un rattrapage et la reprise d'un nouveau cycle de croissance, on pourrait atterrir, bien sûr, sur cette fameuse moyenne de croissance anticipée de son business par le management et par l'industrie entière, d'ailleurs, des spiritueux, pour l'année fiscale débutée aujourd'hui, donc 2025, si on veut, pour Pernod Ricard. Donc voilà, si on va sur l'application des investisseurs pragmatiques, moi là j'arrive sur des bénéfices anticipés pour l'année fiscale 2025 autour de 1,9 milliard d'euros. Donc soit un rattrapage qui afficherait un plus 30% de croissance sur ces bénéfices pour 2025. Ainsi, le facteur de bénéfice à date pour Pernod Ricard en 2024 est certes de x22. Cependant, si je projette ma simulation de rattrapage estimée de 2025, j'arrive sur un facteur de bénéfice anticipé pour 2025 à x17. Et x17,
aujourd'hui, ça paraît ok de payer Pernod Ricard à ce prix. Cela, ce sont des soldes qu'on peut qualifier d'historiques sur l'action et ça ne s'est pas vu depuis 2008 fondamentalement parlant. Et c'est assez fréquent, bien sûr, quand une action est dans un bas de cycle en termes de business. Ainsi, personnellement, à moyen terme, je reste confiant sur Pernod Ricard et je suis également confiant horizon 2025, le temps que le marché confirme mes hypothèses et reprice à la hausse cette entreprise de qualité. Alors oui, certains diront peut-être que j'ai un biais de consommation assez fort sur ce titre, mais néanmoins, fondamentalement, je reste confiant. Donc là, moi, dans ces conditions, j'accepte un risque de 27% sur Pernod Ricard pour cibler 155 € horizon mars 2025, donc horizon 6 mois. Donc ça lui donne un potentiel d'un peu plus de 20%, auquel on ajoute à peu près 3,8% de dividendes attendus, donc ce qui offrirait une performance globale légèrement en dessous de 25%, tout en acceptant un risque de 27% à court terme sur Pernod Ricard. On enchaîne par une action du secteur technologique qui pèse plus de 2000 milliards de dollars sur le marché américain. Je parle bien sûr d'Alphabet sur CTO, qui cote aujourd'hui à 163 $ l'action avec une performance sur un an glissant de plus 20%. Et sur le long terme, on est sur un facteur multiplicatif de x65. Oui, j'ai bien dit 6400% de performance pour le géant des moteurs de recherche, connu pour ses très juteux revenus publicitaires. Alors dans la dernière publication de l'entreprise Alphabet, on a son CEO, donc son PDG, qui nous confie être très confiant sur sa croissance, donc du géant de la tech avec plus 14% de croissance sur ses revenus et en délivrant tout de même 84 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc en seulement 3 mois entre avril et juin. Et quand on regarde au niveau des bénéfices, l'entreprise, elle génère carrément 23,6 milliards de dollars, ce qui lui offre quand même une croissance à trimestre comparable de plus 28%. Et ça, c'est vraiment une publication qui est impressionnante même pour Google. Alors oui, son chiffre d'affaires est d'abord généré par son moteur de recherche avec 48 milliards de dollars, avec YouTube aussi qui au total porte sa division Google Advertising, donc tout ce qui est publicité si on veut. Ainsi, si on fait le total, sa division publicitaire arrive à 64 milliards de dollars. C'est pour ça qu'on dit souvent que Google, donc Alphabet, est d'abord un vendeur de publicité auprès de son audience, avec des créateurs de vidéos par exemple qui créent du contenu de qualité autour d'un petit café comme c'est le cas maintenant. Et au passage, je le demande rarement, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo car ça aide énormément ma chaîne à se développer et ça m'incite à te délivrer des analyses de qualité pour t'aider à prendre des bonnes décisions informées sur tes investissements. Sachant que pour te donner une petite idée, YouTube rémunère une chaîne comme la mienne, autour de 12 000 abonnés, autour de 250 € par mois en publicité en ce moment. Donc ça, c'est un chiffre d'affaires brut si tu veux, où l'État prend la moitié. Donc c'est clairement pas pour cet argent de poche que je fais ça. Bref, envoie un petit like sur cette vidéo pour m'encourager, ça ne te coûte rien. Donc ici, tu l'as compris, Alphabet délivre d'excellents résultats. C'est eux qui prennent la plus grosse part du gâteau, si tu veux, sur la création de contenu, sur la publicité en tout cas. Donc moi, aujourd'hui, je préfère naturellement être actionnaire d'une entreprise comme Google. Et bien sûr, je n'achète pas cette action à n'importe quel prix. On notera qu'aujourd'hui, Google a un autre segment en forte croissance, c'est Google Cloud, dont le chiffre d'affaires passe à 10,3 milliards de dollars au dernier trimestre, soit quand même plus de 28% de croissance à trimestre comparable. Donc voilà, c'est clairement ici une entité de Google où à moyen terme, je pense qu'elle serait capable d'afficher une marge nette significative. Si je me base sur les données financières du leader le plus avancé dans son développement de business cloud, qui est naturellement Amazon avec Amazon Web Services abrégé AWS. Donc voilà, maintenant qu'on a vu qu'Alphabet fondamentalement ça délivre de bons résultats, on va se placer comme d'habitude dans un esprit pragmatique et voir ce qu'on peut anticiper pour la suite pour Alphabet, notamment à court et moyen terme. Parce que Google aujourd'hui, fondamentalement parlant, se négocie à un PE ratio autour de x23. Si on anticipe pour la fin de l'année complète fiscale 2024 son bénéfice, là on serait à x21. Donc là à 163 $ l'action, qui est toujours... Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Google à 163 $ l'action est attractive, fondamentalement parlant, sur 6 mois par rapport à toutes les autres valeurs de la tech à ce niveau de capitalisation, donc toutes celles qui sont à plus de 500 milliards de dollars par exemple aux US. Donc aujourd'hui, on a une entreprise Google qui est attractive par rapport aux autres
en termes de PE ratio. Et notamment, si on regarde sur l'application des investisseurs pragmatiques, on est à 95 milliards de dollars attendus pour 2024, ce qui représente tout de même plus 29% de croissance déjà bien anticipée. Et si on projette à plus d'un an, horizon 2025, on arrive à 107 milliards de dollars de bénéfices nets horizon 2025. Ce qui nous donne plus 12% de croissance et un facteur de bénéfice anticipé pour 2025 de x19. Et à ce niveau de cherté de x19, moi j'estime Google en solde et à potentiel, donc avec aujourd'hui 185 dollars anticipés horizon 6 mois et certainement plus de 200 dollars. Disons 205 dollars si je projette mes estimations avec ma méthode de valorisation par multiple à plus d'un an. Donc aujourd'hui, on serait sur une performance estimée de plus 25% pour Google avec un risque à court terme attendu à 6 mois de 34% tout de même. Donc voilà, un an ne sera pas suffisant pour amortir ce risque qui pèse sur cette action CTO. Donc voilà, il faut être prêt à être dans un esprit un peu plus de croissance, un peu plus agressif pour investir sur CTO avec ce type d'action. Donc ça tombe bien, sur ma chaîne, on investit sur le long terme avec pragmatisme, donc on est en mesure avec le temps d'amortir ce risque. Donc voilà, il faudra bien sûr donc détenir Google à moyen terme à minima pour amortir ce risque de 34% pour faire croître son patrimoine, on l'espère, de plus 25%. Voilà, je t'ai partagé mon avis personnel sur ces 3 actions. Maintenant, je t'invite à profiter de ma totale indépendance car je ne suis affilié à aucun intermédiaire financier. J'ai créé pour toi 2 outils gratuits. D'abord, un comparatif des frais et spreads des courtiers sur actions PEA et CTO qui s'adaptent automatiquement avec tes propres volumes de transactions de ton choix, ainsi qu'un simulateur de croissance qui te permet de savoir pour un horizon de temps donné, un rendement annuel donné et surtout un risque donné, ce que tu peux attendre théoriquement de tes investissements. Je t'invite à aller l'essayer. Ces 2 outils gratuits, ils sont disponibles sur guystorm.com. Sachant que pour ceux qui veulent aller encore plus loin avec moi, je te propose un programme premium qui regroupe d'abord une partie théorique avec ma formation, investir avec pragmatisme sur le moyen et le long terme, puis une partie pratique grâce à l'application des investisseurs pragmatiques pour gérer ton portefeuille facilement, mesurer ton risque et tes rendements futurs automatiquement et donc prendre naturellement de meilleures décisions plus informées pour ton patrimoine. Avec aussi, parce que c'est très important, une partie communautaire avec le club privé des investisseurs pragmatiques pour bénéficier de l'intelligence collective. Et bien sûr mes lives privés mensuels ainsi que leur rediffusion avec aussi le partage du suivi de mes portefeuilles personnels PEA et CTO directement sur l'application. Bref, aujourd'hui tu as une offre pour une application à vie sans abonnement, ce qui est vraiment très rare. Donc si tu veux en profiter, c'est le bon moment car comme je ne fais pas de réduction sur mon programme, prochainement j'augmenterai un peu le prix avec la prochaine mise à jour de la formation. Allez, sur ce, après avoir dégusté un petit café qui est maintenant terminé parce que si je devais attendre la fin du tournage de cette vidéo pour le boire, il serait bien sûr déjà froid et je préfère de loin un petit expresso sans sucre bien chaud. Allez, sur ce, bonne rentrée à tous. Il va falloir charbonner un petit coup quand même pour s'y remettre après cet été et délivrer ainsi de bons résultats dans nos activités personnelles. Et comme d'habitude, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!